Jacob El-Cohen, bonjour. Bonjour. Donc on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous nous avez donné rendez-vous au centre Georges Pompidou. Oui. Donc on ne vous présente plus, mais on va faire une brève présentation pour tous les auditeurs de Projet Presse qui ne connaissent pas Jacob El-Cohen. On en doute, mais voilà. Donc, Jacob El-Cohen qui est écrivain, juif franco-marocain, militant antisioniste, qui a été aussi enseignant à la faculté de droit de Casablanca. Voilà, donc qui milite beaucoup aussi en faveur de la Palestine. Vous avez pris beaucoup de positions concernant la Palestine. C'est un sujet qui vous tient à cœur, j'ai envie de dire. Tout à fait. Voilà. Vous avez été aussi un soutien pour Dieudonné et Alain Soral. Alors, Monsieur El-Cohen, donc on avait quelques questions à vous poser. Donc, les auditeurs nous ont transmis quelques questions à vous poser. Donc, sur les sujets d'actualité, pardon. Donc, la Syrie. Oui. Ce qu'il en est de la Syrie. Les auditeurs voulaient comprendre et entendre votre analyse sur le sujet. Très bien. Alors, la Syrie était un pays jusqu'à la révolte, enfin jusqu'à ce qui s'est passé il y a 4-5 ans, était un pays qui se trouvait dans la mouvance de la résistance à Israël, allié de l'Iran et du Hezbollah. Et donc c'était un pays à détruire comme Irak. Déjà, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que dès les années 90, Israël et les États-Unis ont décidé de détruire tous les États-nations arabes qui pouvaient se développer de façon indépendante, autonome, et développer un nationalisme arabe. On n'a pas touché aux États soumis à l'impérialisme, comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte. On n'y a pas touché. On n'y touche pas le Maroc. On n'y touche pas parce que ces pays sont totalement acquis à l'empire. Par contre, des pays comme l'Irak, qui donnait le mauvais exemple, entre guillemets, de l'industrialisation, l'éducation, l'avancement, ont été détruits et divisés en ethnies. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec la Syrie. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec la Syrie. Moi, le problème que me pose le régime syrien, pour lequel j'ai pas mal de sympathie pour sa résistance, et le fait que cette résistance a toujours eu des limites. C'est-à-dire depuis 1976, depuis la perte du Golan au profit d'Israël, la Syrie a tout fait qui reconnaît son infériorité militaire, certes. Et donc, le régime syrien a toujours voulu ménager son puissant voisin, c'est-à-dire ne rien faire qui puisse le gêner véritablement. Donc, il laissait Israël, par exemple, détruire des installations militaires en Syrie, il ne bouffait pas. Le Golan était totalement tranquille, donc Israël pouvait se développer tranquillement ce territoire comme il parle à force. Et ce que je regrette, c'est que le régime syrien n'ait pas compris, lorsqu'il a commencé à être attaqué et qu'il a vu qu'on allait le détruire comme l'Irak, parce que ce n'était pas une révolution intérieure, ce n'était pas une révolte interne. À la limite, une révolte interne où elle réussit comme en Égypte et en Tunisie, où elle est noyée dans le sang quelques journées ou quelques semaines. Mais là, il y avait des forces qui venaient de l'extérieur, des dizaines de milliers de combattants, financés par l'Arabie Saoudite, par Israël, enfin aidés, etc. Donc là, on parle de Daesh, c'est ça? Non. Non, pas spécialement. Je ne connais pas, moi, à la limite, moi, les noms de groupes m'importent peu. D'accord. Voilà. Pour moi, ce qui m'importe, c'est quoi? C'est que ce sont des forces, des groupes, des groupes très importants, bien armés, bien financés, qui viennent de l'extérieur et qui ont pour mission de détruire le régime syrien, de détruire la société syrienne. C'est-à-dire, en fait, on ne veut pas que le régime syrien sorte vainqueur, ni que ces groupes armés sortent vainqueurs. Le but de ce conflit,
c'est que la Syrie se vide de son sang et qu'au bout de plusieurs années, elle soit détruite et divisée en plusieurs ethnies, en plusieurs groupes qui se combattent. Moi, j'adresse un reproche très important à Bachar el-Assad. Parce que Bachar el-Assad passe pour un grand résistant, etc. Pour moi, c'est un dirigeant arabe, comme les autres. Je vais venir au fond du problème. C'est-à-dire, il est président d'une caste. Tous les régimes arabes sont dirigés par des castes dont le seul objectif est de garder, de maintenir et de développer leurs privilèges acquis, financiers, immobiliers, etc., en Syrie et à l'étranger. Et donc, ce que je reproche à Bachar el-Assad, j'avais écrit un papier qui s'appelle Bachar el-Assad aurait pu devenir le Salah Ad-Din de l'ère moderne. Lorsqu'il avait compris, au bout de quelques mois, que de toutes les façons, on ne le laissera jamais en paix. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des milliers de combattants, appelons-le comme on veut, des combattants, des rebelles, ça n'a pas d'importance, qui viennent de l'étranger, qui sont financés par l'étranger et qui sont chargés de le détruire ou de le combattre. Je regrette qu'il n'ait pas eu cette idée de lancer des dizaines de milliers de missiles sur Tel Aviv et sa région, ce qui aurait eu pour effet de détruire en partie ou en grande partie l'infrastructure sioniste, militaire, parce que l'état-major de l'armée israélienne se trouve à Tel Aviv, c'est tout un quartier. L'infrastructure économique, financière, culturelle, idéologique d'Israël. Ça aurait été un coup terrible porté. Le fait qu'il soit en guerre, et il avait eu l'opportunité de le faire. L'avantage, c'est que tous les groupes qui le combattaient auraient au minimum, sinon tourné leurs armes contre Israël, au minimum déposé les armes, parce qu'on ne peut pas imaginer des groupes armés qui se disent arabes et musulmans se battre à côté des sionistes contre un autre pays arabe. Ça, c'est impossible. Tous les pays arabes, même l'Arabie saoudite en tête, auraient été obligés de soutenir le régime de Bachar el-Assad contre l'agression sioniste, parce qu'Israël allait répondre par des bombardements massifs, terribles. Mais en même temps, Bachar el-Assad aurait pu lancer son armée de 200 000 ou 300 000 hommes, libérer des combats avec les rebelles, dans des combats, pas de manière, pas ces combats militaires avec des tanks, etc. Faire de la guérilla, voilà. Lancer des groupes armés à travers le Golan, à travers Israël, et ça aurait pu créer un soulèvement en Cisjordanie, à Gaza, etc. Certes, ça, il aurait signé parce qu'il aurait été obligé d'aller se réfugier dans la montagne. C'est-à-dire parce que Israël allait détruire tous ses palais. C'est évident. Et c'est probablement peut-être cette crainte qu'il avait retenue. C'est-à-dire, il veut s'accrocher à ce qui lui reste du pouvoir. Voilà. Ce qui fait son pouvoir. Et malheureusement, pour élargir la réflexion, ce que j'avais écrit à l'époque, c'est que tous les régimes arabes, malheureusement, tous les pays arabes sont dirigés par des castes qui ne sont pas légitimes et dont le seul objectif est d'entretenir et de multiplier leurs privilèges. Ce qui peut arriver aujourd'hui, on voit à peu près, on voit se dessiner, avec l'appui de la Russie et de la Chine, on voit se dessiner le sauvetage du régime de Bachar el-Assad. Très bien. Mais finalement, il va sortir vainqueur, entre guillemets. Bon, son pays est détruit, mais enfin totalement. Il va gouverner sur un pays en ruine, affaibli, divisé, traumatisé. Je ne sais pas, et encore plus soumis au diktat israélien qui le domine militairement. Je trouve qu'il a raté une occasion historique, le monde arabe a raté une occasion historique phénoménale de porter un coup sévère au régime sioniste. Donc qu'il soit destitué au jour d'aujourd'hui ou qu'il reste au pouvoir en place, votre analyse finale c'est de dire que Bachar el-Assad a perdu. Alors Ah oui,
Que les il a perdu, auditeurs c'est-à-dire comprennent que, bien. Hein. oui, non, mais même s'il garde le pouvoir, c'est-à-dire même s'il se maintient, probablement, vu comment les choses tournent, il va se maintenir. Mais son armée probablement a perdu au moins la moitié de ses effectifs, son pays est détruit, enfin, toute l'infrastructure. Quand on voit les images, enfin, c'est terrible. Donc, sur quoi il va gouverner? Sur un pays en ruine. Bon, voilà, il va retrouver les oripeaux du pouvoir, enfin, je veux dire l'image du pouvoir. Mais finalement, il sera encore plus affaibli qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire vis-à-vis d'Israël, il représentera encore moins une menace, quelle qu'elle soit. Alors comment expliquer le soutien de Vladimir Poutine et de la Chine en voyant que le monde arabe, lui, ne fait rien? Est-ce que vous avez une explication par rapport à ça qui pourrait éclairer C'est-à-dire que Poutine, c'est le réveil de la Russie. C'est-à-dire, Poutine se dit que s'il laisse faire cette fois-ci, c'est tout le Moyen-Orient qui lui échappe. Parce qu'en fait, la Syrie, c'est une guerre, comme il s'est passé au Vietnam, en Corée, etc., ou en Afghanistan. C'est une guerre entre les grandes puissances, par pays interposés. En fait, c'est l'Amérique et la Russie et la Chine qui se font la guerre, mais pas directement. Donc on passe par des intermédiaires. Voilà. On leur fait faire la guerre. Ce sont eux qui vont apporter les gains territoriaux à leur chef. Bon. Pour les États-Unis, ils ont Israël, ils ont l'Arabie Saoudite, etc. Si la Russie a laissé passer une chance extraordinaire en ne bloquant pas l'agression contre la Libye. Et ils s'en sont mordus les doigts. Parce qu'ils auraient pu arrêter l'agression au Conseil de sécurité. Mais on les a roulés dans la farine. Aujourd'hui, la réaction de Poutine, elle est très claire. Enfin, d'abord le réveil du nationalisme, etc. Et surtout, il dit, voilà, maintenant c'est fini. C'est-à-dire que j'ai des positions en Syrie, je ne les lâche pas. Donc en fait, c'est la guerre, c'est la confrontation avec l'Amérique qui est en train de se jouer là. Quelle domination, quelle puissance on va avoir. Et donc c'est ça l'implication de la Russie, c'est pas une sympathie particulière pour Assad, c'est que c'est leur seul bloc point sur lequel ils peuvent s'appuyer. S'ils le lâchent, c'est tout le Moyen-Orient qui leur échappe. Ça, ils peuvent pas se permettre. En tout cas, il y a peut-être un autre dirigeant russe plus faible aurait accepté. Mais Poutine, il se trouve que c'est un homme fort, c'est un homme qui a conscience de ses positions et de ce qu'il faut faire. Il ne craint pas la confrontation. Et donc, il y est allé. Vous pensez que militairement, Poutine aurait pu s'opposer à la force de l'OTAN, à ce monde qui va à l'encontre d'Assad si... Il faut comprendre une chose. Les Américains et les Russes ne se feront jamais directement la guerre. Depuis 1945, il y a eu beaucoup de conflits en Corée, au Vietnam, en Afghanistan, etc., au Moyen-Orient, et les États-Unis, à Cuba, et les États-Unis et l'URSS, avant, et aussi aujourd'hui, feront tout pour éviter une confrontation directe. Même en Ukraine. Ils ne peuvent pas entrer en confrontation directe, parce qu'il y a les armes nucléaires derrière. C'est-à-dire, on ne sait jamais comment peut évoluer un conflit direct. Donc, ils ont toujours des intermédiaires pour faire leur guerre. Et donc, Poutine n'a rien à craindre de l'OTAN, c'est-à-dire en termes militaires. Ce n'est pas une confrontation militaire. D'ailleurs, ils peuvent répondre. Et puis, en même temps, ils savent que, malgré la puissance, je pense qu'il y a une supériorité de l'OTAN sur la Russie, en termes de militaire au Moyen-Orient. C'est-à-dire que les États-Unis ont une puissance militaire extraordinaire, c'est-à-dire dans le sens de la mobilisation. Ils ont des porte-avions partout, en Méditerranée, en mer Rouge, etc. Donc militairement parlant, ils sont supérieurs. Ils ont une plus grande présence militaire.
Mais ils n'oseront jamais affronter la Russie directement. C'est pas qu'ils n'oseront jamais, ils ne voudront jamais le faire. Parce qu'ils ont toujours évité ce genre de confrontation. Parce que les deux savent que s'il y a une confrontation directe, on ne peut jamais savoir comment ça peut évoluer. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut se sentir en faiblesse et se dire je vais utiliser une arme atomique tactique, etc. Et donc, on veut éviter à tout prix cette escalade. C'est-à-dire cette confrontation directe qui peut mener à une escalade qu'on ne peut pas maîtriser, dont on ne peut pas maîtriser la suite. Et c'est pour ça que ce n'est pas la question de confrontation, de rapport de force militaire, mais c'est qu'on joue aux échecs, mais avec les autres. Voilà. On avance le pion syrien, on avance le pion ceci et cela.